François Calfon, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la direction collégiale du Parti socialiste. Hier, 3e journée de contestation des ordonnances et pourtant, ça a été un quasi-échec. Comment vous l'expliquez ? Parce que c'était en début de quinquennat et le choix du président de la République, finalement, de faire passer le gros des attaques sociales à ce moment-là, a finalement abaissé la garde de ceux qui auraient pu se battre contre. Ensuite, les conséquences, malheureusement, pour les gens qui suivent peu l'actualité, elles sont vécues après et pas pendant. Donc la vigilance n'était pas forcément au rendez-vous, ainsi que le front syndical qui était désuni, ce qui a pu peser. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que autant les gens perçoivent dans les sondages le fait que cette réforme du travail, la 165e en 20 ans, est marquée du sceau de l'injustice, suivant que vous soyez puissant ou misérable, autant on le voit dans le projet de loi de finances. On va y revenir parce que cette nuit a été adopté par les députés ce que l'on appelle la flat tax, enfin, le forfait fiscal sur les revenus de capital. Et le vice-président de la commission des finances a cité un économiste que vous connaissez bien, qui s'appelle Thomas Piketty, qui avait soutenu Benoît Hamon pendant la campagne des présidentielles. Et Thomas Piketty, il semble indiquer que cet impôt réponde aujourd'hui à l'économie française. Oui, enfin, moi je ne suis pas... j'ai pas de totem ni de tabou. Ce que je sais de cette flat tax, c'est celle qui va permettre aux super riches, renommés opportunément les premiers de cordée par M. Macron, d'échapper à la CSG. Ça paraît tout à fait incroyable, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'à 1 251 € par mois, vous allez payer cash l'augmentation de la CSG. Quand vous êtes retraité, par exemple, à plusieurs dizaines de millions d'euros, dès lors que vous vous payez en dividendes, ce qui est, admettez-le, pas le choix de tous ceux qui vivent de leur travail. Il faut plutôt être actionnaire, ou plutôt être patron de sa propre entreprise, vous échappez à la hausse de la CSG. Et je vais donner encore un chiffre, pas deux, mais un seul chiffre à cette antenne. Les 400 millions d'euros qui ont été arasés sur l'APL, les fameux 5 € d'APL, 400 millions, c'est ce que vont recevoir comme bénéfice finalement de la baisse de l'ISF les 1000 contribuables les plus riches. C'est ce qu'a indiqué Bruno Le Maire. Oui, mais c'est quand même absolument... le mot de l'injustice est le mot de ce quinquennat. Et contrairement à ce qui a été dit, non, M. Macron n'est pas l'ami des riches, il est l'ami des super riches. Et je crois que c'est du jamais vu. Je vais encore donner un chiffre. Le bouclier fiscal de M. Sarkozy, c'était entre 800 et 900 millions d'euros. La simple baisse de l'ISF par M. Macron, c'est 3,5 milliards d'euros, auxquels s'ajoute cette fameuse flat tax, et on arrive à un ticket de 6 milliards d'euros. C'est du jamais vu en termes d'inégalité fiscale et sociale. L'exécutif et les parlementaires de La République En Marche mettent en avant le relèvement des minima sociaux. Mais un mot quand même. On voit bien que la contestation sociale et politique, d'ailleurs, n'a pas été efficace sur les ordonnances du travail. Mais en revanche, est-ce que vous estimez qu'effectivement, sur cette bataille du budget, le gouvernement est un peu en train de perdre la bataille des mots ou des images sur le fait Macron, président des riches ? Alors, je vais le dire, c'est pas le président des riches, c'est le président des milliardaires. Que ce soit bien clair, c'est-à-dire que quelqu'un qui vit de son travail, parce qu'il y a des gens qui pensent que finalement nous serions, nous la gauche, des sortes de sans-culottes assoiffés d'argent à prendre dans la poche de ceux qui vivent de leur travail. Je le dis ici ce matin, quelqu'un qui, de son travail, a gagné le droit d'avoir un appartement, une résidence principale à Paris, et qui donc est considéré comme riche, parce qu'il est dans les 10% les plus riches de France, celui-là va subir les affres de la politique Macron. Ceux qui en seront exemptés, ce sont les super riches. Et donc, les gens, progressivement, pour répondre à votre question, s'en aperçoivent. Ils s'aperçoivent du fait que ceux qui vont encore recevoir des cadeaux, fromage, dessert et pousse-café, eh bien, ce sont les Bettencourt, les uns les autres, qui, pour la plupart, et ça a été dit par votre confrère M. Langlais l'autre jour, à 40% échappent déjà à l'ISF, ce qui est tout à fait scandaleux, et j'allais dire un peu obscène, pardon de le dire. En tant que dirigeant du Parti socialiste, vous vous félicitez que François Hollande, depuis Séoul, attaque précisément le budget sur l'ISF. C'est un renfort pour vous ? Je n'ai pas à commenter le commentaire des commentaires. Non, mais c'est politique. Est-ce que vous trouvez bienvenu que l'ancien chef de l'État... Moi, je trouve toujours bienvenu que l'ensemble de ceux qui ont le cœur à gauche le manifestent. Il y en a beaucoup qui, d'ailleurs,
se sont dérobés d'une certaine manière, ils sont allés à droite. Je préfère l'évolution de M. Hollande, qui finalement a dénoncé les excès de la modification du Code du travail, après l'avoir lui-même modifié, dans des sens que j'ai pu critiquer, que celle de M. Castaner, qui considère que les chômeurs partent 2 ans en vacances. Pardon de le dire, quand on vient de la gauche et aller dans l'hyperespace à droite, comme le fait M. Castaner, je ne sais pas comment il fait pour se regarder dans une glace. Il a rectifié ses propos. Alors, oui, peut-être. Hier, Benoît Hamon, donc ex-candidat à la présidentielle pour le Parti socialiste, qui a fondé son propre mouvement M17-17, estime qu'il a 30 000 adhérents déjà et qu'il va dépasser en nombre d'adhérents le Parti socialiste. Vous savez, je pense que si on coupe en tranches l'ensemble de la gauche, M. Macron est là... C'est ce qui est en train de se passer. Il y a un éparpillement incroyable des forces politiques. Est-ce que je peux vous répondre? Vous m'avez posé une question, j'y réponds. Donc, la course de petits chevaux entre les différents mouvements à gauche, qui finalement dispersent l'ensemble de l'écurie, si j'ose dire, ne font que nous affaiblir face à M. Macron qui, vous l'aurez remarqué, a organisé une sorte de dialogue entre lui et la France insoumise et qui n'est pas très productif sur le plan finalement du rassemblement. Donc moi, chaque matin en me levant, certains ils pensent à la présidentielle, eh bien chaque matin en me levant, je pense à l'unité de ceux qui s'opposent aux aspects les plus néfastes de la politique de M. Macron. Et vous ne m'entendrez pas, vous avez tenté de le faire, dire du mal de M. Hollande, vous ne m'entendrez pas, vous avez tenté de le faire... C'était un commentaire que j'appelais de vos voeux. J'entends bien. Voilà, dire du mal de M. Hamon, vous ne m'entendrez pas, vous avez tenté de le faire, dire du mal de quiconque parmi... On ne tente pas de vous faire dire du mal de qui que ce soit, on tente juste d'avoir un commentaire politique parce que vous l'êtes d'un des dirigeants du PS. Sur la statistique du nombre d'adhérents du Parti socialiste de tel et tel mouvement. Parce qu'on peut s'interroger au moment où le Parti socialiste fait un plan social sans précédent, via la moitié de ses permanents, et où on s'interroge sur le nombre d'adhérents réels aujourd'hui du Parti socialiste. En fait, je veux dire, le mot que vous avez utilisé, je ne le fais pas mien, parce que c'est un crève-cœur d'en être dans cette situation-là. Moi, je pense au moment où je m'exprime à la douleur de ceux qui nous ont accompagnés par leur travail dans la vie de nos idées, la vie de notre mouvement politique. Je pense à eux ce matin. Je fais en sorte tous les jours, comme dirigeant du Parti socialiste, que ce plan de départ contraint, et il est contraint d'abord pour nous-mêmes et bien sûr pour eux, soit le moins difficile possible. Et d'ailleurs, nous faisons en sorte que les collectivités que nous gérons, que nous administrons, puissent être finalement un lieu d'accueil pour les salariés qui ne peuvent plus être ceux du Parti socialiste. Nous allons les accompagner, nous le faisons tous les jours, et nous allons construire finalement une façon de vivre ensemble qui soit à la fois la moins douloureuse pour ceux qui ont à subir ce départ qui est vraiment contraint. Un petit mot. Oui. Donc aujourd'hui, c'est une situation difficile pour douloureuse même. Oui, difficile pour le Parti socialiste. Vous vendez votre siège, vous procédez à un plan social. Le groupe parlementaire s'est divisé sur la confiance lors du discours du Premier ministre, effectivement, à l'Assemblée. Est-ce que vous mettez tous vos espoirs dans le congrès de février et sous quelles conditions cela permettra au Parti socialiste de réémerger ou ne pas disparaître? En réalité, déjà, il n'a pas disparu. Je constate que le Parti socialiste est la première force d'opposition de gauche. Il n'y a pas 17 parlementaires, il y en a 120 au Parti socialiste. Vous avez remarqué que les élections sénatoriales n'ont pas été simplement, on présente comme ça abusivement, le fruit de l'arithmétique des élections de 2014, mais au contraire, qu'il y a une forme de redéploiement du Parti socialiste et de restriction de la République en marche, qui sort avec moins de sénateurs qu'elle y est entrée. Nous sortons finalement consolidés. Et nous sommes les accompagnateurs, et plus que ça, même dans la France réelle, pas celle de la superstructure et des médias, à la fois de la colère du mouvement social HLM, qui a été... C'est pas la France insoumise qui manifeste aujourd'hui. Vous savez, il y a une surcouche médiatique, et puis il y a la réalité du monde. La réalité du monde, c'est que nous gérons les collectivités locales. C'est une bulle médiatique, la France insoumise? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un soubassement, finalement, militant, citoyen, social du Parti socialiste, qui est une assise extrêmement profonde dans le pays. Merci François Calfon, et rendez-vous l'année prochaine pour ce congrès du PS.